Bonjour à vous tous. Je sais que la plupart d'entre vous me connaissez. Je m'appelle Andrée Nabert-Bennett et je suis une des conseillères pédagogiques ici au CSCN et puis je travaille principalement en inclusion. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une petite révision des plans d'appui pour ceux qui sont peut-être nouveaux au Centre-Nord, mais aussi pour ceux qui auraient besoin peut-être un petit rafraîchissement. Et puis aussi, on va discuter plus en détail de comment rendre les objectifs du plan d'appui pertinents et plus riches pour qu'ils puissent vraiment guider votre pratique. Des fois, on sait que les plans d'appui peuvent devenir assez administratifs, mais on essaiera de se lancer là-dedans aujourd'hui. Donc, je vais partager avec vous ma présentation. Alors, les objectifs de la formation aujourd'hui sont de revoir brièvement le contenu à inclure dans un plan d'appui. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissez déjà les sections, vous pouvez peut-être avancer là où vous trouvez que ce sera pertinent. Mais on va quand même faire toute la base pour ceux qui pourraient être nouveaux. La nécessité aussi de documenter le contenu. Il y a d'autres logiciels ou façons de documenter de l'information, mais la loi d'Alberta Education exige que certaines informations soient toujours présentes dans un plan d'appui. On va juste faire un survol de ça. Et aussi, on va souligner l'importance de faire un travail collaboratif. Plus la différenciation ou les adaptations deviennent importantes pour un élève, plus la collaboration devient importante également avec l'équipe école, les parents, la direction, peut-être une conseillère pédagogique quelconque, parce que des fois, on apporte plusieurs perspectives. Il pourrait aussi y avoir l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie. Donc, quand les disciplines sont incluses avec un plan d'appui plus complexe, cela peut nous donner des objectifs plus riches qui ensuite peuvent vraiment, comme enseignants, nous soutenir avec l'élève. Alors, aujourd'hui, on veut parler brièvement de Clever. Plusieurs personnes nous ont donné la rétroaction que le plan d'appui imprimé dans Clever n'est pas toujours le plus beau document qu'on ait jamais vu. Le formatage, des fois, peut devenir long. Il y a plusieurs pages quand le plan d'appui existe depuis plusieurs années. Alors, nous sommes au courant de ceci. Nous savons qu'il y a des logiciels qui peuvent produire peut-être un document plus moderne, si je peux dire comme ça. Mais dans notre conseil, nous partageons ce logiciel avec les autres conseils francophones. Donc, c'est Clever que nous avons puisque c'est un logiciel partagé. Cependant, vous pouvez alléger ce que Clever imprime en ajustant, en sortant l'information historique qui est d'ailleurs préservée dans les archives et puis créer quelque chose de plus léger avec les informations pertinentes de cette année ou peut-être depuis un an ou deux. Mais si vous trouvez qu'il y a trop de pages, vous pouvez certainement réduire l'information à l'intérieur à l'aide des archives. Alors, pourquoi tous les onglets? Pourquoi Clever donne un rapport si long? En partie à cause du formatage, mais aussi à cause des onglets. Alors, chacun des onglets, quand vous rentrez dans Clever, est une section qui est exigée par Alberta Education. C'est-à-dire le profil de l'élève est exigé. D'établir les objectifs d'apprentissage. Alors nous, on a mis littératie, numératie et évidemment vie sociale ou comportement, puisque un élève pourrait avoir besoin d'appui dans plusieurs matières. On peut quand même rentrer des objectifs d'études sociales, par exemple, en littératie, si c'est une question de lecture ou de compréhension, évidemment. Ensuite, on a, comme j'ai dit, une vie sociale et comportement. Et à l'intérieur de cet onglet, il y a la possibilité de créer un plan de comportement, si c'est le cas. Puis aussi, on a une place où on documente toutes les rencontres qui ont eu lieu, soit avec l'équipe à l'école ou avec les parents. C'est très, très important de documenter toutes les communications pertinentes au plan d'appui avec les parents. Évidemment, si on appelle pour une fiche de permission ou pour autre chose, c'est pas obligé. Comme pour les autres élèves, on ne documenterait pas chaque interaction nécessairement, mais certainement par rapport à la programmation de leur enfant, oui. Et ensuite, finalement, les dossiers et les liens. Donc, tout rapport qui supporte soit le code en adaptation scolaire ou les adaptations qui sont faites
ou pour justifier les modifications ou les adaptations au programme qu'ils suivent, évidemment, sont mises en lien. Et cela inclut aussi les rapports de spécialistes de l'équipe multidisciplinaire, comme mentionné tantôt, psychologue peut-être, orthophonie peut-être, ergothérapie ou autre, peut-être de l'externe. Des fois, les familles nous apportent des rapports qui viennent de leur médecin ou de leur professionnel. Alors, c'est pour ça que tous les onglets existent dans Clever. Donc, quand on utilise d'autres plateformes pour nos rencontres, c'est très très bien. C'est absolument, que ce soit un Google Doc ou un Wicolab ou dans le cas de comportement, ça pourrait être Edcara. Tout ça est très très bien. En fait, le conseil scolaire les endosse tous. C'est juste par rapport au plan d'appui où toutes ces sections-là doivent être remplies et où nous devons faire signer le plan d'appui. Un parent peut ne jamais rapporter un plan d'appui signé ou même le refuser. Alors, si c'est le cas, dans le cas d'un refus, s'il vous plaît, appelez au Conseil Centre-Nord afin qu'on discute ensemble quelle serait une bonne approche afin de mieux collaborer avec les parents. Mais dans le cas de communication qui semble ne pas revenir à l'école, simplement de documenter le nombre de fois, disons 2 ou 3 fois que vous avez tenté de faire signer, écrire tout simplement que le contact a été fait mais que rien n'est revenu et c'est suffisant. Par rapport au code en adaptation scolaire, cela est très... il y a des critères très exigeants. Il y a un document émis par le Alberta Education qui s'appelle Code en adaptation scolaire pour l'Alberta. Et puis, nous devons suivre évidemment les critères afin de pouvoir donner un code à un élève. Mais non seulement ça, nous devons confirmer avec la famille qu'ils sont d'accord à ce que le code soit apposé sur le plan d'appui et au nom de l'élève. Et cette communication doit être faite avant que le code soit inséré dans le plan d'appui. Tout cela ne peut être fait qu'au Conseil Centre-Nord. Donc, la direction demande la permission aux parents. Ensuite, nous, on vérifie le rapport contre les critères et nous, on ensuite passe l'information au 3e étage pour que cela soit ajouté au plan d'appui. Alors, afin de vous situer un peu, je suis rendue à la diapo 5 pour qui doit avoir un plan d'appui. Ceux qui sont au conseil depuis longtemps, vous savez que, en général, il y a plusieurs façons de décider. Premièrement, tous les enfants et les élèves qui ont un code en adaptation scolaire, la loi exige qu'ils aient un plan d'appui et que les parents soient impliqués dans les décisions par rapport aux adaptations ou aux accommodations ou aux modifications requises. En général, cela exige le rapport d'un spécialiste qui a identifié un handicap ou un trouble ou autre. Mais certains élèves ont certaines difficultés ou, au contraire, font preuve de douance, mais qui n'ont pas nécessairement un rapport complet. On dit que les élèves ayant plus de 2 ans de différence avec le programme d'études, qu'ils peuvent aussi avoir un plan d'appui. Quand un élève a 2 ans ou 1 an à 2 ans, on n'est pas trop sûr, soit au niveau de la douance ou au niveau de la difficulté, on a aussi accès au plan ciblé, qui se trouve dans Clever également, dans un autre petit... Si on utilise le menu en haut, on peut aussi choisir et sélectionner le plan ciblé. Cela nous permet de faire un premier essai pour voir si on peut faire un certain rattrapage ou un enrichissement. Quand les élèves ont plus de 2 ans de retard, il faut qu'ils aient un plan d'appui également, soit avec ou sans code en adaptation. Après que nous avons essayé, par exemple, avec un enfant non codé, disons, un plan ciblé de 6 à 12 semaines, nous avons essayé des interventions, peut-être nous avons fait la lecture de précision ou de l'aide intensive en maths ou autre, et que le retard n'est pas encore fermé, nous avons encore 2 choix. Nous pouvons faire un autre essai jusqu'à un maximum de 12 semaines. Alors 6 pour être un premier essai, un autre 6 semaines nous apporte à 12 semaines. Ou s'il n'y a vraiment aucun progrès et puis les difficultés semblent quand même importantes, nous pouvons ensuite changer du plan ciblé au plan d'appui qui est plus compréhensible.
La prochaine diapo nous dit aussi que le plan d'appui, donc Clever, alors je vais juste réviser brièvement. Une adaptation, c'est un changement assez mineur qui permet à l'élève en question d'accéder au programme d'études de leur niveau. Ou même d'un niveau, peut-être celui, disons en mathématiques, un élève est en 4e année, mais n'a pas maîtrisé tous les concepts de la fin de la 2e ou la 3e. On peut adapter le programme d'études de la 4e pour descendre là où est rendu l'élève afin de le faire progresser. Mais il se peut que ces adaptations ne sont pas nécessaires dans les autres matières. Une modification, c'est quand nous devons modifier suffisamment le programme de l'élève qu'il n'est pas nécessairement du tout sur le programme d'études qui ressemble vraiment au niveau scolaire, même près de son niveau. Donc, un élève avec un trouble d'apprentissage important ou un trouble cognitif qui n'a vraiment pas n'est vraiment pas en mesure d'accéder au programme d'études de son niveau, pourrait avoir de modifications importantes qui incluraient possiblement la communication suppléante, des routines très restreintes, peut-être des tâches dans l'école, afin d'alléger un peu les demandes académiques et d'augmenter les habiletés de vue. C'est ce qu'on appelle une programmation modifiée. À la petite enfance aussi, nous établissons des plans d'appui si les difficultés sont importantes, par exemple dans le cas d'un trouble de communication ou un trouble langagier sévère à la prémat ou à la maternelle, nous pouvons aussi faire un plan d'appui. Et ce, avec l'aide d'une conseillère ou d'une consultante en petite enfance. Bon, imaginez par exemple si toute cette documentation n'était pas seulement requise, mais pertinente à notre travail de tous les jours. Si elle ne devenait pas simplement un exercice en documentation, mais plutôt une carte qui pourrait nous guider. Cela pourrait sembler idéaliste, mais en même temps, j'avoue qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire un document qui en fait ne nous sert pas. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer une petite vidéo de 6 minutes qui est de la chercheure canadienne Shelley Moore. Vous la connaissez sûrement. Elle travaille à l'Université de la Colombie-Britannique et puis elle fait beaucoup de travail en inclusion. Donc, dans la diapo que vous allez voir, il y a le lien où vous pouvez visionner cette vidéo. Alors, on se revoit dans environ 6 minutes. Donc, tel que suggéré par la vidéo, des fois le programme d'études semble si détaché du vécu d'un élève particulier que cela devient un exercice. Le document est là, le programme d'études est là, et on dirait qu'on flotte entre les deux. Mais tel qu'indiqué par Shelley Moore, si nous reculons si nous agrandissons notre vue d'ensemble de plus en plus large, éventuellement nous arriverons au grand concept. Pourquoi étudions-nous cette historique particulière? Ou pourquoi étudions-nous cette formule mathématique? Quand on peut reculer suffisamment pour voir large et dire « Ah, bien c'est parce que nous voulons un point de vue historique. » Ou nous voulons comprendre les dictatures afin qu'elles ne se répètent pas. Ou nous voulons créer une pensée critique ou une pensée mathématique de résolution de problèmes. Une fois qu'on s'élargit assez, là c'est plus facile de simplifier le but. Alors si nous voulons simplement indiquer un point de vue historique, d'apprécier que tous les pays ont une histoire, alors là c'est aussi facile d'adapter un but. Si on doit beaucoup la modifier, on peut la modifier même à savoir quel est l'historique du Canada ou qui est cette personne qu'on étudie, ce personnage historique. Donc, essentiellement, ce sont les points ici dans la diapo 9. D'être pertinente et que le but soit pertinent et significatif pour l'élève. Et aussi qu'il soit respectueux de l'âge biologique de l'élève. Donc, c'est-à-dire que si on a un élève qui a besoin de grandes modifications ou de grandes adaptations, qui a 15 ans, en 10e année, et qu'il apprend peut-être au niveau de la première année,
c'est quand même important de ne pas toujours donner des ressources de 6 ans avec des gros portraits imagés à l'élève, puisque cela influence les autres élèves de le voir comme un très jeune enfant. Alors, d'essayer de modifier, mais quand même en respectant l'âge biologique. Les buts doivent aussi promouvoir l'autonomie. Plus le but est large et simplifié au vécu de l'élève, plus il pourra gérer cet apprentissage seul ou avec un peu d'aide quand même, un peu d'appui. Mais dès qu'on a une situation où c'est l'adulte qui doit essentiellement tout faire pour l'enfant, c'est en fait l'adulte qui fait le travail et l'élève se voit difficilement dans son apprentissage. Elle doit être socialement pertinente, la programmation. Elle doit permettre une interaction sociale. Alors, encore une fois, si l'élève est toujours avec un adulte en train de gérer du travail qui est trop difficile, cela limite beaucoup les relations avec les autres que les autres élèves ont naturellement en travaillant. Et finalement, non seulement est-ce que le matériel doit être respectueux de leur âge, mais oui, au niveau de leur développement. Donc, il y a une grande différence entre un livre de première année avec des canards et un manuel d'études sociales de 10e année. Il y a quand même un compromis que nous pouvons faire afin de donner du matériel qui semble plus âgé, mais qui quand même est plus simple au niveau du contenu et du langage. Alors, vous verrez à la diapo 10 une réflexion. Je vous permettrai de prendre le temps de faire cette réflexion. Cela est juste une mise en scène. Vous pouvez y penser et voir ce que cela vous donne comme observation, comme réflexion sur votre vécu en salle de classe. Quand nous avons fait l'échantillonnage des plans d'appui il y a environ 1 an, nous avons vu que certains domaines dans le plan d'appui semblent être plus faciles pour les enseignants en général de remplir. Je pense que cela reflète beaucoup notre compréhension de nos élèves. Donc, le profil de l'élève est rempli complètement à 94% du temps. Donc, des 49 que nous avons échantillonnés au hasard, 46 avaient un profil de l'élève bien rempli, complet. Même chose pour l'information éclairant la planification. L'information, les raisons pour lesquelles il y a un plan d'appui, c'était très bien rempli à 85%. L'autre domaine qui semblait très fort, qui semble normal parce qu'on a un plan d'appui, c'est que presque tous avaient un objectif d'apprentissage. Alors, c'est pas qu'un plan d'appui avait été commencé, ensuite délaissé. Il y avait quand même 88% avec un objectif d'apprentissage quelconque, soit en matière, comme littératie, numératie, ou en vie sociale ou en comportement. Là où il semble y avoir peut-être moins d'aise, ou peut-être moins de relations directes avec le travail, donc qui semble peut-être moins pertinent, sont particulièrement les résultats d'apprentissage connexes au programme d'études. Donc, quand on fait pour ceux qui sont nouveaux au conseil, quand on fait un objectif d'apprentissage, à côté, il y a une case qui indique quel est le lien avec le programme d'études. Alors, cette case n'est remplie qu'à 63% du temps, indiquant que juste au-dessus de la moitié du temps, ça semble pertinent de venir ajouter un RAS ou un RAG du programme d'études. Mais les résultats d'apprentissage, essentiellement, à ma préférence, ce serait l'inverse. La première case serait celle du résultat d'apprentissage et la deuxième case serait l'objectif adapté pour cet élève. Donc, essentiellement, si nous ne savons pas d'où vient un but, c'est très difficile pour nous de comprendre, de voir la ligne, de voir la direction où nous allons. Et cela peut ensuite sembler comme un document vide. Alors, c'est juste un petit défi peut-être que vous pouvez vous lancer, qu'on peut tous nous lancer, se lancer. C'est de vraiment toujours commencer avec où sommes-nous rendus dans le développement langagier, ou dans le développement de la numératie, ou dans le développement des habiletés sociales. Si on sait où est rendu l'élève, on peut quand même choisir un résultat d'apprentissage dans la zone de développement proximal afin de faire progresser l'élève. Si on commence trop loin, c'est sûr qu'un adulte devra faire le pont et que quelqu'un sera assis avec l'élève à faire le travail qui est trop loin de sa zone proximale. Les stratégies aussi sont remplies à 63% du temps. Donc, je pense que les stratégies sont utilisées de façon très naturelle en salle de classe. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies en place, mais elles ne sont peut-être pas documentées. Et les indicateurs de réussite,
69% du temps. L'onglet qui est le moins rempli, c'est celle des rencontres et transitions. Donc, seulement la moitié, soit 55% du temps que cette case est remplie. Le problème ici, c'est que ensuite, il n'y a pas d'évidence que le plan d'appui a été partagé avec les parents et qu'ils sont au courant. Alors, c'est très, très important de faire signer la page. Et si, en fait, il se peut que vous avez fait signer le plan d'appui, mais que vous n'avez pas documenté votre rencontre. Alors, c'est très important de documenter la rencontre et ça peut être très simple. La date, vous faites de la liste roulante, ensuite vous mettez « était présent », blablabla, avec les parents, discussion du plan d'appui, tous sont d'accord ou tous sont inquiets du développement tel ou ainsi de suite. 2 phrases, 3 phrases, ensuite c'est fait, c'est documenté. Alors, pour continuer dans les diapositives, je vais très brièvement discuter de diapositive 12. Tout simplement un rappel qu'au début de l'année, il faut importer les données de Maplewood afin que les données démographiques roulent à la prochaine année et que vous ne perdiez pas l'information précédente. N'oubliez pas aussi, si je pourrais me permettre de vous rappeler, d'essayer de changer, même quand les objectifs changent ou que le profil de l'élève n'a pas beaucoup changé. Quand un parent lit un plan d'appui qui a été copié-collé de l'année précédente, cela peut sembler comme l'enseignant n'a pas lu, et c'est probablement même pas le cas. C'est probablement que le profil est semblable d'une année à l'autre, mais nous nous encourageons, nous nous poussons tous d'essayer de changer un peu la formulation, de le mettre dans nos mots, de sembler comme oui, il y a eu une réflexion, on a considéré leur enfant dans son développement actuel. Ensuite, à la diapo 13, on parle de l'onglet 2, tout simplement de mettre en langage positif la raison pour laquelle l'élève a besoin d'appui. Donc, Jean a besoin d'appui afin d'organiser son travail et de passer un message clair dans ses textes, plutôt que l'espace de Jean est désorganisé, puis il écrit des textes peu cohérents. On a vu très peu de plans d'appui comme cela, alors bravo, c'est déjà très bien. Juste un petit rappel. Bon, à la page 14, une chose qui peut être tentante, ou peut-être on remarque même pas, c'est que les accommodations sont très, très utiles pour donner accès au programme d'études. Par exemple, un élève qui comprend bien les concepts, mais qui a son niveau de lecture est peut-être pas aussi élevé que les manuels. Alors, prenons un exemple d'études sociales. Il comprend le gouvernement du Canada, mais le texte, le manuel d'études sociales semble difficile pour lui à lire et il perd des morceaux et cela affecte sa compréhension. Une accommodation pourrait être de lui donner un livre audio ou de lui lire certains passages complexes afin qu'il absorbe l'information qu'il comprenne. Cela est une accommodation puisque ça lui donne accès. C'est comme une rampe. Si un élève est en fauteuil roulant, on met une rampe, voilà, il a maintenant accès. Le seul petit mot de peut-être réflexion que j'ajouterais ici, c'est que quand nous avons fait les sessions de l'approche collaborative avec Curtis Hewson, il nous a fait penser que les accommodations, quand un plan d'appui n'a que des accommodations, nous n'avons vraiment pas adressé la difficulté. Donc, c'est-à-dire que d'ajouter une rampe donne accès, mais ça nous permet pas de mieux marcher. Bon, ça c'est un exemple médical. Le travail de l'école, ce n'est pas nécessairement de faire la physiothérapie. Mais dans le cas d'un lecteur, si nous donnons accès à audio ou à un lecteur scribe pour les examens, mais qu'on fait ça à tout temps sans également faire une intervention en lecture, nous avons donné accès, mais nous n'avons jamais vraiment pallié à la difficulté. Donc, important de considérer si le plan d'appui a des accommodations, mais aussi certaines interventions pour essayer de fermer l'écart. L'onglet 3, les objectifs d'apprentissage. Comme j'ai dit, cela est très bien rempli. Notre seule réflexion que nous-mêmes, on a beaucoup réfléchi ici aussi, c'est d'essayer de vraiment faire un lien avec le programme d'études. Alors, j'ai quelques exemples aux diapos 16 et 17 pour l'élémentaire et le secondaire, si vous voulez un petit peu des exemples. Un petit mot sur les objectifs SMART. Cela était très, très populaire il y a 15 ans environ
Et c'est encore requis par certaines directions dans les écoles. Les objectifs SMART sont très très bien. Il n'y a rien de mal avec les objectifs SMART. C'est-à-dire que vous allez faire un objectif très spécifique et très mesurable. La seule chose que je vous encouragerais de réfléchir, c'est si vous avez concentré sur la formulation SMART, mais que vraiment l'objectif ne vous dit pas beaucoup, ne vous parle pas beaucoup. Nous préférions que l'objectif soit, oui, mesurable, mais qu'il soit en lien avec le programme d'études et qu'il vous guide dans votre enseignement, qu'il guide l'élève dans son apprentissage et que l'élève soit au courant. Donc, par exemple, si on dit Jaco lira au niveau GB plus 17 d'ici novembre. Oui, ça c'est un objectif SMART, mais vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'on travaille. Est-ce qu'on travaille le décodage? Est-ce qu'on travaille la fluidité? Est-ce qu'on travaille la compréhension? Est-ce que l'enfant comprend pourquoi on dit 17? Il sait que c'est plus que 16 et moins que 18, mais est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour mieux lire? Est-ce qu'il comprend les inférences? Alors, des fois, c'est bien aussi de mettre dans notre but, Jaco pourra faire des inférences afin de mieux comprendre les textes. Et puis là, on peut voir que sa progression en lecture pourra peut-être atteindre le niveau 17 ou peu importe. OK, alors je donne un exemple de cela à la diapo 18. Nous n'avons pas vraiment besoin d'en parler plus, mais encore une fois, de revenir à pourquoi apprendre ceci, pourquoi est-ce un objectif. Si vous êtes clair pourquoi, cela vous guidera. Les stratégies, c'est très évident aussi. Indicateur de réussite, c'est essentiellement une autre façon de formuler l'objectif. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un I can statement. C'est la phrase qui dit l'élève pourra, ensuite l'action qui vous permettra de mesurer, oui ou non, qu'il a atteint son objectif. Alors, au secondaire, des fois les élèves disent, moi je voudrais avoir 65 en maths, je veux vraiment au-dessus de 65 parce que moi je veux atteindre, disons en 9e. Je veux vraiment avoir accès à maths 10C. Je veux vraiment avoir au-dessus de 65. Cela est un objectif personnel, c'est un très bon objectif et c'est très pragmatique et pertinent. En même temps, cela peut-être n'identifie pas pour l'élève qu'est-ce qu'il doit maîtriser afin d'obtenir environ 65. Donc, ce serait important d'ajouter sa façon de formuler. Rémi veut atteindre 65% en maths 9, c'est très bien. Mais aussi en dessous d'ajouter, afin d'obtenir son but, il travaillera, ensuite décider avec lui quels sont les points à développer pour que l'objectif soit personnel, mais aussi guide l'enseignement et l'apprentissage. 22, je donne un exemple, un but SMART. Ensuite, 23, un exemple élémentaire d'un but. Ensuite, un but peut-être enrichi. Même chose au secondaire, à la diapo 24. Si vous voulez quelques exemples, il y a un exemple un bon exemple, mais simple, avec ensuite un petit ajustement à la formulation. Alors, à la diapo 26, je vous invite à penser à un élève que vous avez déjà eu, à qui vous avez enseigné, ou même que vous enseignez présentement. Écrivez-lui un objectif en littératie, peu importe si vous lui enseignez le français ou l'anglais. Et ensuite, réfléchissez si cet objectif que vous avez choisi est pertinent à sa vie future. Cela va peut-être sembler très abstrait. Mais si on ne peut pas choisir un objectif qui aide dans la vie future, c'est peut-être un objectif qui va moins lui parler et moins nous guider. En plus, il faut faire certain que nos buts sont pédagogiques. Donc, si l'élève dit « moi je veux vraiment lire à un niveau 22 » ou « moi je veux vraiment un 65 », oui, c'est un but, c'est un objectif et c'est très très valable. Mais ce n'est pas un objectif pédagogique qui guide l'enseignant. Ensuite, je vais sauter à la diapo 28 qui parle de la vie sociale. Tout développement social est également important et dans le programme d'études, bien dans le programme d'études, c'est dans le programme de religion, dans le programme de santé, dans le programme de carrière et vie. Il y a plusieurs programmes d'études qui touchent à la vie sociale, mais également dans les compétences de l'Alberta. Alors,
la citoyenneté, la coopération, la collaboration, c'est tout dans les compétences. Alors, il faut quand même y porter attention. Il y a un exemple à la page 29. Pour les plans de gestion de crise, tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que cela prend une approche d'équipe, puisque quand un élève est en crise, nous avons besoin de faire appel à une équipe. Donc, faites certain que la famille est impliquée, mais aussi que vous ne vous isolez pas par rapport à ça. C'est très important d'avoir une équipe qui nous appuie, parce que des fois, on devient épuisé ou des fois, on a juste besoin de surveiller le groupe et qu'on a besoin d'aide avec un élève ou ainsi de suite. Alors, c'est très important de ne pas vous isoler. J'ai déjà parlé des rencontres et transitions. À la fin de l'année et en début d'année, cette année, vous pouvez aller voir dans le plan de transition de juin. Et nous encourageons fortement que ce format soit suivi à la fin de l'année, afin que l'enseignant de l'année suivante puisse reprendre là où l'élève était en juin. Alors là, on parle du succès de l'année, des forces de l'élève. Vous voyez qu'on parle du positif en premier. L'objectif à poursuivre l'année prochaine, les stratégies qui sont gagnantes, la technologie d'aide s'il y en a, un choix de cours si cela est pertinent, comme par exemple carrière et vie ou au secondaire, on a des choix de cours. Membre de l'équipe externe, alors ça dit à l'enseignant qui est impliqué, orthophoniste, conseillère pédagogique, médecin de famille, peu importe. Et finalement, si l'élève est en attente d'une évaluation spécialisée. Alors évidemment, j'ai déjà parlé des dossiers et des liens, simplement les télécharger. Bon, pour les questions et les réponses, si vous avez des questions, je vous encourage de m'envoyer un courriel ou si c'est une question un peu plus complexe, de demander peut-être à votre direction d'écrire un ticket afin que nous joignions à vous pour une consultation ou une étude de cas. Mais encore une fois, l'important ici, à part de tous les onglets, à part de remplir les règlements du gouvernement, à part d'aller voir dans le programme d'études, l'important est que l'objectif que vous choisissez pour l'élève, et je l'espère bien avec l'élève, peu importe son âge, c'est qu'il vous parle. Est-ce que l'élève comprend ce qu'il doit apprendre dans la mesure de sa compréhension? Est-ce qu'il comprend pourquoi il veut augmenter de niveau en lecture? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi il doit augmenter en mathématiques? Qu'est-ce qui cloche en ce moment? Peut-être qu'il comprend bien les nombres, mais pas comment les combiner pour les opérations. Alors, il faut vraiment expliquer, OK, voici ce que tu fais bien, voici ce que madame aimerait voir, monsieur aimerait voir cette année pour qu'on puisse continuer à apprendre en mathématiques. Et vraiment engager l'élève. Si le plan d'appui a été fait sans discussion avec l'élève, sans trop de discussion avec les parents, il pourrait être pertinent, mais c'est difficile ensuite pour l'élève de s'imaginer dans ce plan. Et peut-être que vous verrez qu'un plan d'appui peut vous guider dans votre enseignement. J'espère que cela peut vous aider, mais c'est toujours plus facile d'y arriver quand on parle d'un vrai élève, à part d'une présentation comme ceci. Alors, si vous avez besoin d'aide avec des programmations, n'hésitez pas de faire recours au ticket ou à votre équipe interne afin d'enrichir votre planification. Merci.